Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat du dimanche qui sera largement consacré à la situation qui prévoit actuellement au Burkina Faso. Nous recevons Adam Thiam du Républicain Arawan Express, Alexis Kalambri des Échos, Baba Dakono, juriste consultant, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Messieurs, bonjour et merci d'être venus sur ce plateau. Principal thème de ce débat, le Burkina Faso, la rue a réussi à chasser Blaise Compaoré du pouvoir après 27 ans donc de pouvoir sans partage, mais c'est l'armée qui s'empare finalement du pouvoir. D'abord le chef d'état-major général des armées, Honoré Traoré, puis le commandant adjoint de la sécurité présidentielle, Yacouba Isaac Zida. C'était la confusion jusqu'à hier à Ouagadougou, mais l'armée a finalement confirmé Zida pour assurer la transition. Je vous propose de les écouter tour à tour. Peuple du Burkina Faso, aujourd'hui 31 octobre 2014, les forces armées nationales prenant acte de la démission du président du Faso, chef de l'État, en date du 31 octobre 2014, conformément aux dispositions constitutionnelles, constatant la vacance du pouvoir ainsi créé, considérant l'urgence de sauvegarder la vie de la nation et à la suite du communiqué délivré le 30 octobre 2014, décide que j'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités du chef de l'État. L'engagement est pris de procéder sans délai à des consultations avec toutes les forces vives et les composantes de la nation en vue du processus devant aboutir au retour à une vie constitutionnelle normale. Un appel est lancé à toutes les citoyennes et à tous les citoyens organisés dans les différentes sphères de la vie nationale à répondre aux sollicitations qui leur seront adressées. Les forces de défense et de sécurité prendront toutes les dispositions nécessaires qui s'imposent pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Contraire. La Constitution du 2 juin 1991 est suspendue. Un organe transitoire sera mis en place en accord avec toutes les forces vives de la nation en vue d'organiser une transition paisible. Cette transition sera encadrée pour un retour à une vie constitutionnelle normale. Adam Thiam, on voit deux chefs à la tête du Burkina. Finalement, les chefs d'état-major se sont entendus pour mettre Zida pour assurer la transition. La population n'était pas d'accord, ni la classe politique. Est-ce qu'avec Zida, qui était commandant adjoint de la sécurité présidentielle, on peut dire que Blaise Compaoré est parti, mais pas véritablement? Non, mais je crois que Compaoré est parti. Ce qu'on a vu, les deux images, c'est les parenthèses du début, où on ne savait pas qui de Traoré et de Zida allait diriger le mouvement. Mais ça, ce problème est décanté au niveau de l'armée. C'est bien Zida qui est le chef de l'armée. La bonne nouvelle, c'est que l'opposition et une partie de la société civile ne veulent pas de ça, suite au communiqué de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Organisation des Nations Unies, qui demande une succession constitutionnelle à Compaoré. Ce qui veut dire que Compaoré est bel et bien parti. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer parce que ce n'est pas évident que l'armée va lâcher. Or, les organisations africaines et l'ONU demandent bel et bien une succession constitutionnelle à Compaoré, ce qui veut dire donc que c'est peut-être le président de l'Assemblée nationale ou à défaut du président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel qui doit assurer l'intérim, pas la transition, et qu'on doit organiser les élections au bout de 90 jours. Serge Daniel. Il y a eu trois noms qui ont circulé depuis le coup d'État comme personne occupant le fauteuil de président de la République. Vous avez eu d'abord le général Kwame. On l'a vu dans la foule, général à la retraite. Et là, c'est quand même amusant. Vous avez eu deux discours de coup d'État. Il y a un qui était assis, Honoré, le général, le chef d'état-major de l'armée, et l'autre, il était debout. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on annonce un coup d'État, où on lit un communiqué du coup d'État debout. Je dirais que la situation est confuse. Blaise est parti. C'est évident. On a annoncé sa démission, mais attention, il n'a pas démissionné dans les règles de l'art. Ici, par exemple, à Tété,
il avait annoncé sa démission officiellement. Là, on avait fait un arrangement parce que la Cour avait constaté la vacance du pouvoir. Et ensuite, on a pris le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso. Nous n'avons vu pour le moment nulle part où on dit que la Cour constitutionnelle, les institutions de la République ont constaté la vacance du pouvoir. C'est pour ça que je parle de situation confuse. Aujourd'hui, ce dimanche, il y a eu encore des manifestations, mais je rappellerai qu'il y a eu 1 millier ou quelques milliers de manifestations, alors qu'il y a une semaine, il y a 1 million de personnes dans la rue. Donc il y a une situation, je dirais d'abord pour le moment confuse, même s'il faut constater à ce niveau que Blaise n'est plus au pouvoir, ne serait-ce que physiquement. Baba Dakono. Oui, aujourd'hui au Burkina, on est en face du pire des scénarios qu'on pouvait présager pour la situation au Burkina. On a d'abord vu une situation confuse au sein de l'armée où plusieurs personnes se sont autoproclamées chefs de l'État. C'est une avancée déjà que eux ils puissent se mettre d'accord sur un représentant de l'armée. De l'autre côté aussi, cette situation a été encouragée. Je parle de la situation d'aujourd'hui que l'armée c'est des chefs parce que à un moment on a senti la classe politique burkinabé se mettre en retrait par rapport à tout ça. On les a plus entendus depuis le jeudi, ils se sont mis en retrait, on a laissé trop de terrain aux militaires et le général Lougué qui avait été presque plébiscité par les manifestants et qui était désigné pour conduire la transition. Ensuite, une succession de militaires tous réclamant aujourd'hui de président du Faso. Monsieur Adam a parlé tout de suite de constitution, Serge est revenu. C'est vrai que jusqu'à ce jour, la vacance n'a pas été constatée par le Conseil constitutionnel burkinabé. Je rappelle que ce Conseil peut jouer un important rôle aujourd'hui, puisque dans le bloc de constitutionnalité, il est admis partout que c'est ce Conseil qui est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Donc, on peut, tous les scénarios qu'on peut envisager aujourd'hui, le Conseil constitutionnel peut y jouer un important rôle. Maintenant, si on décide de faire cette transition ou l'intérim, ça dépend de comment on va l'appeler, suivant ce qui est prévu par la Constitution, c'est difficilement envisageable aujourd'hui de dire que le président de l'Assemblée nationale va assurer l'intérim, étant donné que toute cette crise est partie en fait de l'Assemblée qui devait voter un projet de loi. Mais la solution peut être vite trouvée avec justement ce Conseil constitutionnel qui peut décider aujourd'hui de dire si dans l'interprétation de la Constitution, le vice-président ou le deuxième vice-président qui est d'ailleurs de l'opposition et qui s'est affirmé Gilbert Noël contre ce projet de révision constitutionnelle peut jouer ce rôle si on maintient le cadre d'une transition constitutionnelle. Alexis non, je pense qu'il y a effectivement le danger d'abord de la confiscation de cette révolution du peuple par l'armée, en ce sens que son seul mérite dans l'affaire, c'est de n'avoir pas trop fait dans les exactions contre les manifestants. Si on voit le cas 91 au Mali, il y a quand même eu un minimum qui a été d'avoir achevé le mouvement. Ça n'a pas été le cas, c'était comme un départ arrangé. Et effectivement, comme en 91 chez nous, enfin avec plus encore d'acuité, on sent une sorte d'impréparation de la classe politique qui peut-être ne s'attendait pas à cette précipitation des événements. Donc je pense qu'à l'état actuel, il est vraiment important que la classe politique s'affirme, que le jeu soit surtout clarifié. Je pense que la Constitution, certes, mais il est important qu'on s'entende sur un mode. Personnellement, je dénie à la CEDEAO ou à l'Union africaine de vouloir jouer quelque rôle que ce soit. Ils auraient pu faire beaucoup de choses en amont, on ne les a pas entendus. Ce qui frappe aussi. Adam Thiam, après Serge. Adam Thiam, allez-y. On est en crise au Burkina. L'absence de crise, c'était que Compaoré puisse continuer jusqu'à la fin de son mandat. Mais on est en crise. Il est possible, comme Dakono l'a dit, que cet intérim ne puisse pas être assuré par le président de l'Assemblée nationale pour plusieurs raisons. D'abord, ce n'est même pas sûr qu'il soit là. Mais il a dit, c'est la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une jurisprudence. Et la plus récente, c'est celle du Mali.
et elle était pratiquement négociée par Djibril Bassolé, hein, n'est-ce pas, au Burkina. Donc ce serait étonnant que d'un côté on accepte que au Burkina les putschistes assument la transition et qu'au Mali on les refusé. Et donc les textes les textes de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU sont très clairs. Les militaires ne peuvent pas assumer l'intérim ou la transition. Et je crois que c'est là qu'on va avoir effectivement des évolutions assez inquiétantes sur le Burkina, parce que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la base sociale de la révolution n'est presque plus là. C'est seulement un millier de manifestants qui étaient. Ils ont pu être dispersés et il est possible que même l'opposition qui était unie contre Compaoré semble être divisé aujourd'hui. Oui, se divise, sans parler effectivement du lien entre cette opposition et la société civile. Ce que je disais avant, ce que j'ai toujours dit ici sur ce plateau, que la situation au Burkina Faso, tout va dépendre des rapports de force sur le terrain. Donc il y a eu des rapports de force sur le terrain. Le premier rapport de force, ça a été l'opposition qui a entraîné un peu le monde, un million de citoyens, mais l'opposition a été très rapidement débordée. C'est-à-dire que finalement, si t'es plus Blaise Compaoré avait plus peur, avait eu il devait réagir face à tout ce monde qui est sorti, plus pour ça que par rapport à son opposition, par rapport à des hommes politiques. Et maintenant, l'autre rapport de force, ce sont quand même les armes. Parce que quand on parle d'armes, on parle de mort. Et que les civils ne sont pas censés avoir de l'armement. Vous ne pouvez pas sortir de la crise du Burkina Faso aujourd'hui sans tenir compte de l'armée. Vous ne pouvez pas venir en tant que CEDEAO ou Union africaine pour demander aux militaires de se mettre au garde à vous, parce que contrairement au cas du Mali, eux, ils ont une armée au moment où il y a un coup d'État. Et à mon avis, ça me semble vraiment important. Il faut trouver une solution juridico-politico-militaire à la crise, mais pas, à mon avis, une solution juridique ou politique ou militaire. C'est un peu de tout, parce que, encore une fois, nous sommes dimanche aujourd'hui, et la situation est quand même relativement confuse encore à Ouaga. Il n'y a pas de nomination de gouvernement, on ne sait pas ce que va devenir le président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée qui était pour la révision constitutionnelle, est-ce que oui, si on veut respecter la Constitution, on l'intronise, mais est-ce qu'il est aujourd'hui légitime par rapport à la situation? Il faut tenir compte de tout cela. Est-ce que c'est le médiateur de la République qui doit assurer l'intérim? Donc c'est un véritable débat, mais il faut aller vite, parce que pour le moment, au Burkina, nous avons une chance, c'est que les militaires, entre eux, sont d'accord. Ils sont d'accord, ils ne se sont pas tirés là-dessus. Et ça, c'est fondamental. Ouais, Alexis, rapidement. Oui, en même temps, je me pose la question, est-ce que dans le cas du Burkina, on peut véritablement parler de coup d'État? On a vu l'armée à la limite composé avec le président Blaise jusqu'à son départ. Il y a eu un mouvement populaire insurrectionnel qui a contraint le président, j'imagine, un départ arrangé, négocié, mais il a tenté plusieurs scénarios avant de s'en aller. Donc, c'est comme je disais, les militaires n'ont pas un grand rôle dans ce départ-là. Et subitement, ils se mettent en avant. Et surtout, ceux qui se mettent en avant sont ceux qui l'ont accompagné tout ce temps-là. Donc, ça ne rassure pas. C'est pour ça qu'il faut vite une reprise en main, il faut vite une mobilisation pour redessiner. Ouais, mais Adam Thiam a soulevé tout à l'heure une question assez importante. Pourquoi la classe politique à l'opposition semble être divisée? Elle a pris du recul. Est-ce qu'elle était surprise de voir Blaise Compaoré quitter subitement le pouvoir? Je pense qu'il y a de ça. Parce que l'idée du chef de l'opposition, par exemple, M. Zéphirin Diabré, je pense qu'il ne sait pas, il y a eu un plan A, un plan B, mais ils ne se sont pas probablement préparés au départ immédiat de Blaise Compaoré. Ils pensaient que probablement avec les pressions de la rue, les pressions des hommes politiques, les pressions internationales, parce qu'Obama s'est exprimé par rapport à la révision constitutionnelle, ils pensaient que Blaise Compaoré probablement n'aurait plus proposé ce référendum. Voyez-vous, et qu'ils avaient un an de voir venir, de chercher un financement pour battre campagne, de faire des alliances, et subitement,
Blaise Compaoré n'est plus assis dans le fauteuil du président de la République. Je pense qu'il y a eu cet effet de surprise, mais l'autre chose, c'est que la rue ne mobilise plus comme au début. J'ai dit, il y a une semaine, vous aviez 1 million de personnes. Aujourd'hui, vous avez 1 million de personnes. Et l'autre chose pour terminer, ce sont quand même les armes. Nous sommes autour de ce plateau aujourd'hui. S'il y a un coup de pétard tout de suite, le premier qui va réagir, ce sera Adam. Il va dire, Serge, écoute, rentrons à la maison. Donc c'est un problème. Non, mais Serge, tu parles trop. Non, en fait, c'est important, la division de la classe politique, le fait qu'elle ne soit pas préparée à ce qui s'est passé depuis le 30 octobre. Parce que déjà dans les discours, le premier discours, quand j'ai entendu un acteur politique parler sur les ondes d'une radio, c'était qu'ils sont derrière l'armée. C'est ce qu'ils ont d'abord dit. Donc on voit que la classe politique s'aligne derrière la rue en fait, parce que la rue a commencé à scander qu'il y a un général qui doit être chef de l'État, la rue a exigé le départ de Blaise et qui doit être remplacé par un militaire qu'ils ont eux-mêmes désigné. Et ce qu'on a eu l'impression que l'opposition s'alignait derrière cette décision. Même aujourd'hui, l'opposition a fait 2 déclarations. Une première déclaration quand Gilbert Noël est venu pour dire qu'il demande aux militaires qu'ils ont rencontrés de mettre en place un processus dynamique qui inclut toutes les forces vives de la nation. Et que là, les manifestants ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est là que l'opposition est revenue pour demander que le pouvoir soit revenu aux civils. Donc, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition non seulement est divisée, puisque nous avons vu plusieurs personnes issues de ces rangs se dire être chef aujourd'hui, s'estimer être légitime pour diriger la transition ou l'intérim qui va se dégager de cette situation. Mais juste revenir avant de passer la parole à Adam, du fait que la CEDEAO a un important rôle à jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme ça a été toujours soutenu, la crise, on l'a vu venir, mais les mécanismes qui existent au niveau sous-régional, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, n'ont pas aujourd'hui permis d'éviter ce qui s'est passé. Mais il est trop tôt aujourd'hui pour parler de leçons apprises de cette crise burkinabé, mais on peut déjà retenir une chose, surtout dans un contexte ouest-africain où nous avons des élections à venir, dont une qui appelle notamment l'alternance, c'est que on ne donne presque plus de choix aujourd'hui aux populations africaines face aux chefs d'État. Et c'est très très dangereux en fait. Et c'est pourquoi on peut considérer, comme c'est ressorti dans le dernier rapport de l'Institut de sécurité, le cas burkinabé comme un mauvais départ dans cet ensemble d'élections qui doit être organisé. Oui, Alexis, avant de passer à l'action. Oui, juste pour parler rapidement de la CEDEAO et l'Union africaine disposent de mécanismes contre les tripatouillages constitutionnels. Donc, à la limite, ils ont vu venir, ils n'ont pas réagi. Mais pour revenir un peu à l'opposition, c'est-à-dire dans le cas du Burkina, peut-être un peu en nuançant avec Sankara du parti sankariste, on peut, parmi tous ces gens, il n'y a pratiquement pas ce qu'on aurait appelé ailleurs un opposant historique. C'est tous ont été à la soupe à un moment donné pour des raisons ou d'autres. Il y en a qui ont encore assez de respectabilité, très peu. Je ne connais pas tous, mais juste pour citer 2 par exemple, qui n'étaient pas devant Salif Diallo, qui a connu sa traversée du 10 heures, qui était tout avec la CDP. Mais quand même, et le maire de Ouaga, pratiquement le numéro 2 sous le régime comparé pendant plusieurs années. Voilà, après il a connu sa traversée du désert, il est parti récemment du parti, Simon Compaoré la même chose, donc je pense que quelque part ça les bloque et effectivement si vous voyez, je pense que leur préoccupation à un moment donné a rencontré l'assentiment des foules qui a fait qu'il y a eu ce mouvement-là. Mais en même temps, si vous remarquez, la grève n'a pas pris. Ça veut dire qu'il y avait peut-être un décalage encore. Donc, peut-être le manque d'un leader charismatique et ayant un parcours d'opposition comme cela s'est vu ailleurs peut expliquer un peu ce décalage-là. Mais la veille du départ du président Compaoré, on a entendu Zéphirine Diabré dire, après le retrait du vote, dire que oui, le président Compaoré doit démissionner. Ça veut dire qu'on s'attend quand même à avoir une opposition prête à prendre la relève après le départ du président Compaoré. C'est-à-dire que peut-être l'erreur de l'opposition burkinabé, c'est d'avoir voulu la révolution.
La révolution demandait probablement le départ de Compaoré, alors que le retrait du texte de l'Assemblée nationale était ce qu'elle demandait au départ. Et ça aurait permis effectivement au président Compaoré d'aller au bout de son mandat. Donc on a fait effectivement du 30, je ne sais pas quelle date c'est, une révolution. Mais les révolutions ne sont pas acceptées par les textes du continent. Donc on l'a dit tout de suite, en amont, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour en tout cas on ne les a pas vues à la pratique, pour la CEDEAO, l'Union africaine, de surveiller les gouvernances de nos pays qui peuvent effectivement, lorsqu'elles sont mal menées, conduire à des situations comme celles qu'on a vues au Burkina aujourd'hui, qu'on a vues dans d'autres pays africains hier, et qu'on verra encore dans d'autres pays africains. Mais ce qui est évident, c'est que Compaoré avait déclaré la vacance du pouvoir, il avait présenté sa démission, il avait invoqué les articles de la Constitution qui devaient organiser sa succession, et c'est relativement clair comment cette organisation, cette succession doit être organisée. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de recourir à la Cour constitutionnelle simplement pour baliser la période de l'intérim. On aurait pu parler des années Compaoré. C'est quoi les années Compaoré? Vous n'avez pas posé la question, je ne vais pas y répondre. Mais ce que je souhaitais dire, c'est ce qui m'a frappé chez les manifestants, c'est qu'ils ont le sens civique. Vous avez vu, ils n'ont pas cassé les feux de signalisation. Alors que généralement, quand il y a des mouvements, dans nos villes africaines, on casse tout. Ils se sont attaqués à l'Assemblée nationale parce que c'était un symbole. Ils se sont attaqués à un hôtel parce que les députés devaient se réunir là-bas. Moi, ça m'a beaucoup frappé et je voulais le dire. Ensuite, hier, ils sont allés balayer les rues. Ils se sont levés. Ils ont pris des balais pour aller balayer les rues. C'est le pays des hommes intègres. C'est le pays des hommes intègres. Et je pense qu'il faut souligner ça, même si Adam n'a pas remarqué ça. Voilà, non, moi je pense simplement que ça c'est... On est gentil avec eux, c'est tout, mais ils n'avaient pas brûlé. Ils ont brûlé des édifices publics, c'était pas nécessaire. Voilà, on va évoquer les années Compaoré à Baba Dakono. Vous avez quelque chose à dire rapidement? Oui, juste pour quand on a parlé, c'est vrai que quand on parle de l'Union africaine, de la CEDEAO, il faut peut-être quand même rappeler les mécanismes qui existent au sein de ces institutions et qui auraient dû permettre d'éviter ce qui s'est passé. Nous avons, je vais citer peut-être deux exemples de l'architecture de paix et de sécurité. Nous avons le système d'alerte précoce et nous avons le Conseil des sages. Donc ce Conseil des sages, après que le système d'alerte précoce, parce que tout le disait, il ne suffisait pas d'être un analyste pour savoir qu'une crise se préparait au Burkina, tout le monde le disait. Donc ça va m'étonner que le système d'alerte précoce n'ait pu attirer l'attention du Conseil des sages, qui est un mécanisme de l'architecture de paix et de sécurité, sur cette question burkinabé. Donc ça, c'est aussi, je l'ai dit, en fait, il est tôt pour tirer les leçons de la crise burkinabé, mais déjà on peut se poser des questions sur les liens entre l'analyse au niveau de ces mécanismes et la décision, en fait. Il y a ce qu'on disait d'ailleurs, on disait, quand j'étais à l'Union africaine, on disait qu'il y avait Médecins du monde, Médecins sans frontières, et puis Médecins après la mort. Et ça, c'est généralement l'Union africaine et la CEDEAO, parce qu'ils n'agissent pas en amont. Ils n'agissent pas en amont, ils ne vérifient pas la qualité de la gouvernance, et c'est la qualité de la gouvernance qui se détériorant amène des situations comme nous le regrettons souvent en Afrique. Oui, mais on a vu que Ibn Chambash, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, ancien président de la commission de la CEDEAO, est-ce que c'est un homme crédible qui peut ramener la paix au Burkina, Serge Daniel? Moi, je suis un peu étonné. Ça m'étonnerait, je pense. C'est le médecin après la mort. Il y a le président Ouattara qui avait envoyé une mission à Ouagadougou. Je pense que c'est le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui était allé là-bas. Je crois que la médiation n'a pas réussi. Tout le monde a attendu la crise. Si vous remarquez aujourd'hui ce qui se passe, vous n'avez aucun communiqué d'un gouvernement africain sur la situation au Burkina Faso. Ni le Mali, ni le Sénégal, ni les pays voisins. Personne. Un peu comme si on ne pouvait pas réagir. Mais peut-être l'Union africaine s'est prononcée, on s'est dit que les États sont membres de l'Union africaine. Il n'y a même pas le président du Mali s'offrant comme médiateur sur la crise burkinabé. Est-ce que vous voyez, ça pose quand même un problème. Donc, le médiateur désigné aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut grand-chose, je n'ai pas du tout cette impression-là. Surtout, vous le savez, il fut secrétaire exécutif de la CEDEAO à l'époque, et il n'a pas brillé par ses médiations dans la sous-région. Il faut faire très attention pour que ça ne dégénère
génère pas. Ce qui est intéressant aujourd'hui au Burkina Faso, c'est que vous n'avez pas deux camps de militaires qui se sont affrontés. Lorsque le chef d'état-major a déclaré qu'il assumait les fonctions, ensuite il y a eu un autre, il aurait pu avoir affrontement, ils ont pu s'entendre. Il faut vraiment faire quelque chose, mais je ne pense pas que M. Chamba soit l'homme idéal, l'homme idoine pour résoudre cette crise-là. Peut-être pas l'homme idéal, mais une des choses qu'il peut faire, c'est que depuis tout à l'heure, nous discutions des schémas institutionnels qui peuvent aujourd'hui... Mais la CEDEAO s'est inscrite sur le schéma de l'opposition. Il faut un civil pour diriger la transition. Oui, mais un civil, ça ne veut pas forcément dire aujourd'hui un civil qui sera issu de l'opposition. Il faut une succession constitutionnelle. Voilà, il faut une succession constitutionnelle. Chambas peut être facilitateur avec les autres conseillers de la CEDEAO. Il y a toute une équipe de la CEDEAO qui est aujourd'hui au Burkina et qui est en train de rencontrer tous les acteurs. L'une des choses prioritaires, et c'est sûr qu'ils vont vouloir le faire rapidement, c'est de dresser un schéma institutionnel. Mais il serait inspiré aujourd'hui d'associer le Conseil constitutionnel à ce schéma. 27 ans de pouvoir, Serge Daniel. Un confrère a qualifié l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré de pompier pyromane de la sous-région. Voilà, vous partagez cet avis. Non, c'est que quel bilan peut-on tirer de 27 ans? Si vous constatez, c'est courant en Afrique. Dès qu'un chef d'État s'en va, on dit qu'il est dictateur. Mais quand il est là, il n'y a pas beaucoup qui disent cela. C'est un bilan, il y a ce qu'il y a eu de positif, ce qu'il y a eu de négatif. Je ne parlais pas de la stabilité du pays. La stabilité, quand vous parlez de stabilité, il y a une stabilité relative. Parce que c'était quand même un régime dur au départ. Il y avait Sankara, les CDR, etc. Mais il faut constater que la capitale du Burkina Faso était devenue un peu la capitale de la sous-région ouest-africaine. Blaise Compaoré, où le Burkina était devenu, pour les pays africains, pour des pays africains, sur le plan politique, ce que Kadhafi était sur le plan financier pour ces pays-là. Il a eu la crise au Mali, la crise en Guinée, il avait des représentants en Côte d'Ivoire, etc. Donc je dirais qu'il y a ce qui a été positif et ce qui a été négatif. Ce qui a été négatif, c'est De Gaulle qui disait il vaut mieux partir, là je schématise, c'est pas exact, il vaut mieux partir 1 heure avant que 10 secondes après. Oui, Adam Thiam. Non, oui, non, alors moi je trouverais 3 Blaise. D'abord, celui qui a fait le coup d'État, qui est venu pour redresser, qui a un peu tâtonné. Mais il a participé à 3 putsch, dont le dernier lui a permis d'arriver au pouvoir. Et donc le Blaise je dirais, de décennies 90 jusqu'à peut-être un peu 2000, qui a réglé ses comptes à ses opposants, les Ngani, les Évariste, les étudiants, les Norbert Zongo. Après, le Blaise de la sous-région qui a d'abord fait et défait les régimes à sa guise, qui a, à la limite, qui a mis au pas toute la sous-région en coupe réglée. Oui, en coupe réglée. C'est pas gentil. Hein. Ibeka ne sera pas d'accord. Non, il dit jusqu'en 2000. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, après, il est devenu fréquentable, il est devenu, je dirais, après 2000, il est devenu plus politique, plus fin, plus policé, je dirais, et à la limite, il s'est imposé comme un homme de dialogue, un homme de médiation. Et pendant ce temps, le Burkina et Ouagadougou sont devenus le point de convergence de toute l'Afrique. C'est difficile de serrer, c'est difficile de faire un bilan global de l'homme. Il y a beaucoup de sang. Il y a eu beaucoup de méfaits, mais je l'ai trouvé souvent très nationaliste. Il a travaillé pour son pays, à mon avis. Adam Thiam, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Compaoré ne soit plus au pouvoir peut ouvrir la boîte de Pandore, c'est que la famille Sankara, Norbert Zongo, Charles Taylor, parce qu'au dernier procès de Charles Taylor, le nom de Compaoré est revenu plusieurs fois. Va-t-il être jugé, oui ou non? Non, je vais répondre à cette question, mais est-ce que j'aimerais me prononcer sur le Compaoré de 27 ans. Donc, oui, il y a eu le Compaoré qui a été, si vous voulez, à mon avis, le liquidateur de la révolution sankariste.
l'histoire ne l'oubliera pas. L'histoire n'oubliera pas non plus qu'il a fait du Burkina une espèce de hub diplomatique qui fait qu'il était médiateur de presque toutes les crises sous-régionales. L'histoire n'oubliera pas que Compaoré a donné peut-être sur le 27 ans, peut-être le pays de la sous-région qui a été le plus stable avec le Sénégal. Mais sur les autres indicateurs, par exemple économiques, etc., il n'y a pas eu plus de progrès qu'au Mali. Et sur le plan de l'éducation, oui. Sur le plan de l'éducation, franchement, c'est presque pareil. Franchement, c'est presque pareil. C'est presque pareil comparé à la réputation que le Burkina avait à l'extérieur. Je pense qu'il est un peu surfaite en ce qui concerne les questions de gouvernance économique, les questions d'infrastructure, etc. C'est plus ou moins la même chose que le Mali. Et d'ailleurs, le Burkina a failli prendre ombrage à un moment donné, donc de la décennie 92 à 2002, où le Mali exerçait effectivement une espèce de leadership qui ne disait pas son nom au niveau international et sous-régional. Bilan de Blaise. Quand on parle de Blaise, on fait tout de suite allusion à Sankara, parce que il y a sur un point de vue théorique, il y a ces deux modes différents. Sankara, c'était, il gouvernait et on l'aimait. Les gens adhéraient parce qu'ils l'aimaient à sa politique, elle était rigoureuse, mais les gens y adhéraient parce qu'ils l'aimaient. Blaise, il a gouverné, les gens adhéraient à sa politique parce qu'il était craint. Donc vous voyez, c'est sur un point de vue théorique, c'est déjà deux politiques différentes. Mais ce qui est fondamental pratiquement, c'est que en 87, quand Blaise est arrivé, il y a eu une rupture. Avec Sankara, c'était un Burkina plus nationaliste, plus refermé, et un Burkina qui tendait plus vers le socialisme. Quand Blaise est arrivé, c'était un Burkina plus ouvert, plus la coopération, un Burkina qui se prêtait au jeu de ce qu'on appelait à l'époque la France-Afrique, et qui cette politique reposait essentiellement en Afrique de l'Ouest sur le Burkina. Donc on a vu un Burkina en ce moment plus coopératif, donc qui marque la rupture de la politique sankariste qui était observée au Burkina Faso jusque-là. Et d'ailleurs, pour parler de Blaise Crain, c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il est parvenu à sortir du pays avec l'aide de son armée. Parce que même quand vous avez vu, quand il a été le nom de... Mais selon un journal français, la France a participé à son départ sur la Côte d'Ivoire. La France peut y avoir participé, mais dans tous les cas, aucun chef militaire ne s'est opposé à ce stade à notre connaissance. Et vous avez vu, quand le nom de Louga a été scandé, sa première déclaration était qu'il allait être solidaire de ses frères d'armes. Donc c'est vrai que le mythe s'est un peu effrité en 2011 avec ce qu'on a connu avec les mutineries, mais quand même Blaise Compaoré, c'était quelqu'un de craint au Burkina Faso. Il y a la situation du MLA là, parce que Blaise était médiateur. Ça intéresse les Maliens. Tout à fait. Mais répondons d'abord à une question que je posais à Adam Thiam. Je n'ai pas répondu à la question. Je ne sais pas. Est-ce que Blaise sera rattrapé par son passé? Je ne sais pas. Ça dépend de quelle combinaison il va y avoir au Burkina Faso. C'est-à-dire si l'armée telle qu'elle est, etc., maintenant reste et gère une transition plus ou moins longue, possible que Compaoré ne réponde de rien parce que cette armée quand même émane de Compaoré. Et puis ils n'ont pas tiré. Maintenant, l'autre chose, c'est jusqu'où les crimes comme pendant ces 27 ans. Oui, c'est Norbert Zongo et autres, ce ne sont peut-être pas passibles d'être jugés par la CPI. Ça ne peut être jugé qu'au niveau du Burkina, on ne sait pas. Maintenant, concernant ses connexions avec Charles Taylor, on ne sait pas. Effectivement, son départ le prive de beaucoup de leviers et donc personne ne peut savoir de quoi l'avenir sera fait pour lui. On saura peut-être plus la vérité sur Sankara, sur Zongo, plus que des procès dans lesquels on va s'enliser, quoi. Il peut y avoir la création d'une commission de réconciliation en vérité. C'est de la mode un peu. Donc dans le cadre de cette commission, des gens vont chercher à savoir, la famille de Sankara va chercher à savoir, l'affaire Zongo va être relancée peut-être par Reporters sans frontières. Donc il faut s'attendre effectivement à ce qu'on ouvre à nouveau certains dossiers. Mais ça, pendant qu'il était au pouvoir, il a organisé à plusieurs reprises les journées nationales du pardon.
pardon, mais qui n'a pratiquement pas marché. C'est-à-dire que le peuple burkinabé n'est toujours pas prêt à lui pardonner certains de ses crimes. Pendant la transition au Mali ici, le président de transition Dioncouna Traoré a organisé une cérémonie de pardon de bérets rouges et bérets verts. Il a fallu que les Sanogo partent pour qu'on découvre le charnier. Donc, en fait, si vous voulez vraiment aller au fond des problèmes, il faut revisiter tous ces coins et les recoins de ces problèmes-là. C'est-à-dire, c'est pas des problèmes réglés de manière définitive. Il y a des mesures cosmétiques qui sont prises, mais les réels problèmes sont là. L'avenir de Compaoré est moins préoccupant que celui du Burkina actuellement. Et je crois que oui, c'est-à-dire il peut avoir à répondre de certains actes, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment le Burkina se sort d'une crise, parce que la crise, elle existe, elle n'est pas réglée avec le départ de Compaoré. Au contraire, tant qu'il n'y a pas d'accord entre les militaires qui ont aujourd'hui le pouvoir et qui ont donc opéré le coup d'État et les organisations et la communauté internationale qui demandent une succession constitutionnelle du pouvoir, la crise, elle continue. D'accord, sachant que la garde présidentielle a été fidèle à Blaise jusqu'aujourd'hui, voilà, et que c'est Zida qui prend la tête de la transition, est-ce qu'ils veulent tout simplement se protéger avant de céder le pouvoir ou vraiment elle veut rester au pouvoir pendant un an de transition comme ils le veulent? Bon, quelles que soient les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'armée veut rester au pouvoir, c'est qu'on sort du schéma classique qui peut permettre aujourd'hui au Burkina de sortir de la crise si l'armée se maintient au pouvoir. On va pas rentrer dans un débat de sémantique, mais ce qui est sûr, en suspendant la Constitution, à ne pas reconnaître les institutions de la République qui étaient en place, c'est qu'on se met dans le cadre d'un coup d'État avec les conséquences qui suivent. Donc, quelles que soient les raisons pour lesquelles les militaires ne veulent rester au pouvoir, ils ont intérêt aujourd'hui à remettre le pouvoir à une autorité, à un civil aujourd'hui, pour conduire cette période, véritablement aider le Burkina à sortir de la crise. C'est un facteur d'escalade de la crise aujourd'hui que l'armée se maintienne au pouvoir. Ni la civil constitutionnelle. Oui. Ça ne peut pas être zéphirin ou parce que la règle, c'est que celui qui dirige la transition ne sera pas candidat. Oui. Donc, moi, je voulais quand même parler du Mali, parce que c'est un pays voisin du... Oui, on en vient tout à l'heure, oui. Blaise Compaoré est un médiateur dans cette crise-là. Son départ, quel peut être l'impact de son départ? Voilà, il y a déjà un impact, c'est que les responsables du MNLA, notamment qui résident à Ouaga, certains demandent d'aller à Dakar, d'autres demandent d'aller à Kidal, d'autres demandent d'aller à Mauritanie, d'autres demandent d'aller en France. Donc déjà la présence physique de responsables du MNLA ou de responsables rebelles des groupes rebelles va poser problème là-bas. Donc ça c'est déjà un débat. Mais les négociations se sont déplacées à un moment à Alger. Donc Blaise n'a jamais été loin d'Alger, parce qu'on a vu des va-et-vient entre les Algériens et le Burkina Faso. Ça peut avoir des conséquences, ne serait-ce que par la présence physique de ces hommes et de ces femmes qui vivent au Burkina Faso. Oui, Alex. Oui, alors, ceux qui vont être, je dirais pas contents, mais peut-être rassurés par son départ, les voisins, j'entends, c'est peut-être le Mali, les Maliens qui de moins en moins lui faisaient confiance dans ces médiations, et les Mauritaniens, parce que il y a eu beaucoup de mouvements en Mauritanie dont il était accusé d'être à la base. Et ceux qui vont être moins rassurés, je dirais, c'est peut-être le pouvoir ivoirien actuel qui est plus ou moins supposé lui devoir beaucoup. Et bon, voilà. Moi, je voulais dire deux choses. Pour être juste avec le peuple burkinabé, je pense que le peuple burkinabé a été extrêmement patient avec Compaoré. Il lui a tout passé. Il lui a tout passé. L'assassinat de Lingani, de Sankara, de Lingani, de Norbert Zongo. Pendant 27 ans, il est resté. Je pense que le peuple lui a tout passé. Ce qui ne pouvait pas passer, c'était effectivement Compaoré, le mandat de trop. Hein. Et je crois que c'est pour ça que le peuple est sorti. C'est la raison pour laquelle, par exemple, aujourd'hui, il n'y avait pas foule dans les rues. À partir du moment où il est parti, oui, et c'était pas contre Compaoré, c'était simplement que c'était trop.
hein, je crois. Et maintenant, pour ce qui est de comparer avec le MNLA, peut-être un moment, il va falloir être juste. Donc les Maliens l'ont accusé, les Maliens l'ont accusé, mais il est évident qu'il a été à un moment donné une partie de la solution. Tout à fait. Et donc les Maliens, des élections. Les Maliens, c'est comme ça, c'est-à-dire toutes les solutions, tous les problèmes, il y a un problème d'extraversion ici qui est très étonnant, c'est-à-dire tous les problèmes sont créés par l'autre, jamais par nous-mêmes. Je suis d'accord. Deuxième et dernier thème de ce débat, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes, c'est il y a un an, nos confrères de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés dans le nord du Mali. Un an après, les enquêtes piétinent, les assassins courent toujours. Serge Daniel, peut-on parler de secret défense, parce qu'on sait que les forces françaises présentes dans le nord du Mali pourraient disposer des indices? Mais jusqu'à là, personne ne parle. Qu'est-ce qui se passe finalement? En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions parce que l'heure à laquelle on a annoncé officiellement la mort de Ghislaine et de Claude, ils étaient morts bien avant. Pourquoi on a tué ça pendant ce temps? Pourquoi on ne peut pas aller là-bas? Le véritable problème, c'est parce qu'on ne peut pas aller là-bas, nous dit-on. Je ne dirais pas qu'on cache des choses, mais on ne sait pas tout. Il y a des dessous que nous ne connaissons pas. La mère de Ghislaine a dit la même chose, je le répète, parce que je connais un peu le dossier. Ce dimanche, il y a eu une cérémonie, vous avez vu, qui était un hommage qui a été rendu ici avec toute la hiérarchie de RFI de France 24 à Ghislaine et à Claude. Je pense que c'est un défi. Le président de la République a reçu la délégation. Le ministre de la Communication a répété qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Je ne parlerai pas de secret défense, mais je suis persuadé qu'il y a des choses qu'on ne dit pas encore pour le moment. Je ne sais pas pourquoi autour de cette affaire. Adam Thiam. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que les raisons pour lesquelles on ne sait pas sont plus importantes que la mort les causes de la mort de l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient été assassinés. Et on ne sait pas qui l'a fait. Ça, c'est très important. Maintenant, il peut y avoir effectivement des raisons pour lesquelles le public n'est pas informé. Si les forces françaises qui étaient là le savaient, parce que c'est les seuls qui peuvent savoir. Le juge malien qui est sur l'affaire ne peut même pas aller à Kidal. Donc les seuls qui peuvent aujourd'hui détenir la vérité, c'est les Français. Même s'ils la disent, cela n'explique pas la brutalité avec laquelle, par exemple, 2 journalistes qui ne sont pas du tout partie prenante de la crise ont été lâchement assassinés à 12 km de Kidal. Oui, Baba Dakono. Oui, absolument. C'est que quand on parle aujourd'hui de l'assassinat de ces 2 journalistes, c'est qu'il y a 2 choses. D'abord, une première chose qui revenait, mais bon, qu'on n'entend plus, raison d'État. Mais quand même, le secret défense, je crois, il est revenu plusieurs fois dans l'enquête sur cette affaire. Je crois l'un des juges d'instruction chargés de l'affaire en a parlé. Il disait que c'était difficile d'avancer dans le dossier comme il le souhaitait parce qu'il y a quand même des questions de sécurité, de secret défense qui revenaient souvent. Même si le blocage était levé, ça prenait un peu de temps dans le processus, dans l'instruction de l'affaire. Et la deuxième chose qui peut faire que ça soit retardé aujourd'hui la manifestation de la vérité, c'est que cette enquête sur le terrain est conduite par l'armée française. Et on peut, en raison des difficultés de terrain, en raison du fait que, est-ce que les gens aujourd'hui qui sont chargés de l'enquête ont tous les moyens techniques pour pouvoir faire l'enquête, et que, est-ce que la zone est favorable aujourd'hui pour faire l'enquête. Mais comme Adam le disait tout à l'heure, c'est le plus important aujourd'hui, c'est qu'on sache ce qui est arrivé, parce que même quand on voit le mode opératoire qui n'est pas c'est que ces 2 journalistes ont été arrêtés, assassinés à un temps record, ce qui n'est pas si aujourd'hui ce crime est attribué à des terroristes, c'est qui est un peu différent et qui est une révolution dans le mode opératoire des terroristes, mais beaucoup de choses peuvent l'expliquer et on a besoin de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui à Kidal ce jour-là. Avant de vous donner la parole, Alexis Serdianel, vous connaissez très bien ces dossiers puisque vous avez écrit sur ACMI, tout ça. Est-ce que la manière dont Claude et Ghislaine ont été assassinés, on peut les attribuer, c'est une méthode djihadiste ou bien
on peut penser à des crimes crapuleux. Moi, je dirais des apprentis djihadistes, qui étaient probablement avec les djihadistes. Pourquoi? Parce que quand AQMI fait une opération, c'est-à-dire que si c'était AQMI pur et dur, je pense que l'enlèvement se serait déroulé directement dans la maison de M. Ambéry dans laquelle ils étaient. Ensuite, il y a toujours ce qu'ils appellent une suiveuse, c'est-à-dire une voiture qui suit la voiture qui enlève les gens. C'est pas une manière très très professionnelle d'enlever, mais je pense à Bakabo, qui est le principal suspect. Il est connu d'AQMI, il a flirté avec AQMI. Il n'est pas du tout exclu que ça soit du AQMI qui ait fait une commande ou que lui, qui, pour se racheter, a voulu remettre des otages à AQMI. Donc les enquêtes sont en cours, mais encore une fois, j'espère vivement qu'on saura dans cet adra des IFORAS ce qui s'est réellement passé. Alexis, il y a beaucoup de modes opératoires de AQMI. Par exemple, les enlèvements du 24 novembre à Ambouri n'étaient pas très bien préparés. C'était une commande. Mais voilà, donc c'était une commande. Alors, et Bailly, à mon avis, était déjà dans les enlèvements d'Ambouri. Ce que je dis, c'est que si c'était vraiment professionnel, vous savez qu'AQMI a par exemple enlevé dans la région de Caille, vous vous souvenez, un Français qui est toujours détenu d'ailleurs malheureusement. Il a fait professionnel. Parce qu'il y avait une suiveuse, une voiture relais, c'était plus élaboré, je veux dire. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas AQMI. Bon. Voilà, parce que les gens, ils vendent AQMI. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des sous-traitants. Voilà. Oui, Alexis. Oui, je voudrais juste citer Adam, que j'ai découvert poète jeudi dernier. Enfin, ce n'est pas un écrivain, Adam, c'est un poète. Il écrit un bouquin, mais il ne faut pas en parler. C'est un auteur. C'est un auteur. Voilà. Oui, j'ai découvert. Moi, je suis auteur de ce bouquin. Je suis écrivain. Je l'ai découvert poète jeudi dernier. Alors, et sa question, c'était qu'est-ce qu'ils ont vu ou entendu qu'ils ne devaient pas voir ou entendre. Et je m'inquiète que la vérité ne soit sacrifiée sur la réelle politique France MNL un jour. Mais une dernière question, que peut craindre l'Élysée en levant le secret défense, par exemple, sur cette affaire? Je pense qu'il y a des choses que les gens peuvent se reprocher. Encore une fois, je ne veux accuser personne. J'étais à Paris il y a 2 semaines, j'ai rencontré le juge qui s'occupe de l'affaire. Je sais qu'il est décidé que l'enquête aboutisse que la vérité éclate. Des autorités, des responsables peuvent avoir quelque chose à cacher. Hein. Pour le moment, je mets ça au conditionnel, mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Mais disons-le très clairement. Si la piste Ambéry qui a été évoquée à un moment se confirme, c'est très gênant. Et pour la France, et gênant pour l'Algérie. Le responsable. Le responsable MNLA, ce serait non seulement aberrant, mais embêtant pour tout le monde. Et là, oui, mais rien, je ne vois pas pourquoi une personne comme Ambéry serait impliquée dans un enlèvement qui aboutirait à l'assassinat de 2 journalistes. Baba Dakono dans tous les cas, je crois le ministre français des Affaires étrangères disait aujourd'hui que des personnes seraient arrêtées bientôt dans le cadre de cette enquête. Donc on va en savoir plus bientôt. Oui, alors le côté, disons, réjouissant, c'est que au moins la communauté internationale a pris conscience du devoir de protéger la profession. Et déjà, on se réjouit du fait qu'au moins on a un technicien et un jeune journaliste qui ont bénéficié d'une bourse en leur mémoire pour se perfectionner en France. Voilà, c'est sur cette belle nouvelle que se referme ce débat du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À bientôt.